tous, nous allons poursuivre après la préface donc pour entrer dans le cœur du livre. 5 leçons sur la psychanalyse de 1909. Allons-y. Première leçon, origine de la psychanalyse, observation du docteur Brauer. Les traumatismes psychiques. Les hystériques souffrent de réminiscence, le traitement cathartique. L'hystérie de conversion. Mesdames et messieurs, j'éprouve un trouble inhabituel à l'idée d'intervenir face au public affamé de savoir du Nouveau Monde. Comme j'imagine que je dois cet honneur à l'association faite entre mon nom et la question de la psychanalyse, ma causerie traitera donc de la psychanalyse, et je vais tenter de vous présenter de manière succincte une vue d'ensemble de cette nouvelle méthode d'examen et de guérison, de sa naissance jusqu'aux plus récentes avancées. Ce n'est pas à moi que revient le mérite, si c'en est un, d'avoir mis au monde la psychanalyse. Je n'ai pas participé à ses premiers commencements. J'étais encore étudiant, absorbé par la préparation de mes derniers examens, lorsqu'un médecin de Vienne, le docteur Joseph Brauer, est célèbre pour ses travaux sur la respiration et sur la physiologie du sens de l'équilibre. Donc le docteur Brauer appliqua pour la première fois ce procédé au traitement d'une jeune fille hystérique. Cela remonte aux années 1880 à 1882. Il convient donc de nous occuper tout d'abord de l'histoire de cette malade et des péripéties de son traitement. Mais auparavant encore un mot. Ne craignez pas qu'une formation médicale soit nécessaire pour suivre mon exposé. Nous ferons route un certain temps avec les médecins, mais nous ne tarderons pas à prendre congé d'eux, pour suivre le docteur Brauer dans une voie tout à fait originale. La malade du docteur Brauer était une jeune fille de 21 ans, très intelligente, qui manifesta au cours des 2 années de sa maladie une série de troubles psychiques et mentaux plus ou moins graves. Elle présenta une contracture des 2 extrémités droites avec anesthésie. De temps en temps, la même affection apparaissait aux membres du côté gauche. En outre, troubles des mouvements des yeux et perturbations multiples de la capacité visuelle, difficulté à tenir la tête droite, toux nerveuse intense, dégoût de toute nourriture et, pendant plusieurs semaines, impossibilité de boire malgré une soif dévorante. Elle présentait aussi une altération de la fonction du langage, ne pouvait ni comprendre ni parler sa langue maternelle. Enfin, elle était sujette à des absences, à des états de confusion, de délire, d'altération de toute la personnalité. Ce sont là des troubles auxquels nous aurons à accorder toute notre attention. Il semble naturel de penser que des symptômes tels que ceux que nous venons d'énumérer relèvent une grave affection, probablement du cerveau, affection qui offre peu d'espoir de guérison et qui sans doute conduira promptement à la mort. Les médecins diront pourtant que, dans une quantité de cas aux apparences aussi graves, on peut formuler un pronostic beaucoup plus favorable. Lorsque des symptômes de ce genre se rencontrent chez une jeune femme, dont les organes essentiels, le cœur, les reins, sont tout à fait normaux, mais qui a eu à subir des violents chocs affectifs, et lorsque ces symptômes se développent d'une façon crucieuse et inattendue, les médecins se sentent rassurés. Ils reconnaissent en effet qu'il s'agit là non pas d'une affection organique du cerveau, mais de cet état bizarre et énigmatique auquel les médecins grecs donnaient déjà le nom d'hystérie. Étaient capables de simuler tout un ensemble de troubles graves, mais qui ne met pas la vie en danger et qui laisse espérer une guérison complète. Il n'est pas toujours facile de distinguer une telle hystérie d'une profonde affection organique. Mais il ne nous importe pas ici de savoir comment on établit ce diagnostic différentiel. Notons simplement que le cas de la jeune fille de Brauer est de ceux qu'aucun médecin habile ne manquera de ranger dans l'hystérie. Il convient de rappeler ici que les symptômes de la maladie sont apparents, alors que la jeune fille soignant son père, qu'elle adorait au cours d'une maladie à laquelle il devait succomber, et que sa propre maladie l'obligea à renoncer à ses soins. Les renseignements qui précèdent épuisent ce que les médecins pouvaient nous apprendre sur le cas qui nous intéresse. Le moment est venu de quitter ces derniers, car il ne faut pas s'imaginer que l'on a beaucoup fait pour la guérison, lorsqu'on a substitué le diagnostic d'hystérie à celui d'affection cérébrale organique. L'art médical est le plus souvent aussi impuissant dans un cas que dans l'autre. Et quand il s'agit d'hystérie,
Le médecin n'a rien d'autre à faire qu'à laisser à la bonne nature le soin d'opérer le rétablissement complet qu'il est en droit de pronostiquer. Je sais que cette affirmation n'est plus exacte aujourd'hui, mais elle l'était à l'époque où nous sommes transportés. Si depuis lors les choses ont changé, les études dont j'esquisse ici l'histoire ont contribué pour une bonne part à ce changement. Si le diagnostic d'hystérie touche peu le malade, il touche beaucoup le médecin. Son attitude, tout autre à l'égard de l'hystérique qu'à l'égard de l'organique. Il n'accorde pas à celui-là le même intérêt qu'à celui-ci, car son mal est bien moins sérieux, malgré les apparences. N'oublions pas non plus que le médecin, au cours de ses études, a appris, par exemple dans des cas d'apoplexie ou de tumeur, à se représenter plus ou moins exactement les causes des symptômes organiques. Au contraire, en présence des singularités hystériques, son savoir, sa science anatomique, physiologique et pathologique le laisse en panne. Il ne peut comprendre l'hystérie. En face d'elle, il est incompétent. Ce qui ne vous plaît guère quand on a l'habitude de tenir en haute estime sa propre science. Les hystériques perdent donc la sympathie du médecin qui les considère comme des gens qui transgressent les lois, comme infidèles à l'égard des hérétiques. Il les juge capables de toutes les vilainies possibles, les accuse d'exagération et de simulation intentionnelle, et il les punit en leur retirant son intérêt. Le docteur Brouwer, lui, n'a pas suivi une telle conduite. Bien que tout d'abord il fût incapable de soulager sa malade, il ne lui refusa ni sa bienveillance ni son intérêt. Sans doute sa tâche fut-elle félicitée par les remarquables qualités d'esprit et de caractère dont elle témoigna, et la façon sympathique avec laquelle il se mit à l'observer lui permit bientôt de lui porter un premier secours. On avait remarqué que dans ces états d'absence d'altération psychique, avec confusion, la malade avait l'habitude de murmurer quelques mots qui semblaient se rapporter à des préoccupations intimes. Le médecin se fit répéter ces paroles et, ayant mis la malade dans une sorte d'hypnose, les lui répéta mot à mot, espérant ainsi déclencher les pensées qui la préoccupaient. La malade y consentit et se mit à raconter l'histoire dont les mots murmurés pendant ces états d'absence avaient trahi l'existence. C'étaient des fantaisies, d'une profonde tristesse, souvent même d'une certaine beauté. Nous dirons des rêves diurnes, qui avaient pour thème une jeune fille au chevet de son père malade. Après avoir exprimé un certain nombre de ces fantaisies, elle se trouvait délivrée et ramenée à une vie psychique normale. L'amélioration, qui durait plusieurs heures, disparaissait le jour suivant, pour faire place à une nouvelle absence que supprimait de la même manière le récit des fantaisies nouvellement formées. Nul doute que la modification psychique manifestée pendant les absences était une conséquence de l'excitation produite par ces formations fantaisistes d'une vive tonalité affective. La malade elle-même, qui à cette époque de sa maladie ne parlait et ne comprenait que l'anglais, donna à ce traitement d'un nouveau genre le nom de cure de parole, talking cure. Elle le désignait aussi en plaisantant du nom de ramonage de cheminée, chimney sweeping. On remarqua bientôt, comme par hasard, qu'un tel ramonage de l'âme faisait beaucoup plus qu'éloigner momentanément la confusion mentale toujours renaissante. Les symptômes morbides disparurent aussi lorsque, sous l'hypnose, la malade se rappela avec l'extériorisation affective à quelles occasions ces symptômes s'étaient produits pour la première fois. Il y avait eu cet été-là une période de très grande chaleur, et la malade avait beaucoup souffert de la soif, car, sans pouvoir en donner la raison, il lui avait été brusquement impossible de boire. Elle pouvait saisir le verre d'eau, mais aussitôt qu'il touchait ses lèvres, elle le repoussait comme une hydrophobe. Durant ces quelques secondes, elle se trouvait évidemment en état d'absence. Elle ne se nourrissait que de fruits pour étancher la soif qui la tourmentait. Cela durait depuis environ 6 semaines, lorsqu'elle se plaignit un jour, sous hypnose, de sa gouvernante anglaise qu'elle n'aimait pas. Elle raconta alors avec tous les signes d'un profond dégoût qu'elle s'était rendue dans la chambre de cette gouvernante et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux, avait bu dans un verre. Elle n'avait rien dit par politesse,
Son récit achevé, elle manifesta violemment sa colère restée contenue jusqu'alors. Puis elle demanda à boire, but une grande quantité d'eau et se réveilla de l'hypnose, le verre aux lèvres. Le trouble avait disparu pour toujours. Fin de citation. Enfin, fin de guillemets. Sigmund Freud, Études sur l'hystérie, traduction de Habermas, 4e édition, Paris, PUF 1967, page 26. Arrêtons-nous un instant à cette expérience. Personne n'avait encore fait disparaître un symptôme hystérique de cette manière, et n'avait pénétré si profondément dans la compréhension de ses causes. Quelle découverte, grosse de conséquences. Si la plupart de ces symptômes pouvaient être supprimés de cette manière, Breuer n'épargna aucun effort pour en faire la preuve. Il étudia systématiquement la pathogénèse d'autres symptômes morbides plus graves. Dans presque chaque cas, il constata que les symptômes étaient pour ainsi dire comme des résidus d'expériences émotives que, pour cette raison, nous avons appelé plus tard traumatisme psychique. Leur caractère particulier s'apparentait à la scène traumatique qui les avait provoqués. Selon l'expression technique, les symptômes étaient déterminés par les scènes dont ils formaient les résidus mnésiques, et il n'était plus nécessaire de voir en eux des effets arbitraires et énigmatiques de la névrose. Cependant, contrairement à ce que l'on attendait, ce n'était pas toujours d'un seul événement que le symptôme résultait, mais la plupart du temps de multiples traumatismes psychiques, souvent analogues et répétés. Par conséquent, il fallait reproduire chronologiquement toute cette chaîne de souvenirs pathogènes, mais dans l'ordre inverse. Le dernier d'abord et le premier à la fin, impossible de pénétrer jusqu'au premier traumatisme, souvent le plus profond, si l'on sautait les intermédiaires. Vous souhaiteriez sans doute d'autres exemples de symptômes hystériques que celui de l'hydrophobie engendrée par le dégoût d'un chien buvant dans un verre. Mais, pour rester fidèle à mon programme, je me limiterai à très peu d'exemples. Breuer raconte que les troubles visuels de sa malade se rapportaient aux circonstances suivantes. Ouvrez les guillemets, la malade, les yeux pleins de larmes, était assise auprès du lit de son père, lorsque celui-ci lui demanda tout à coup quelle heure il était. Les larmes l'empêchaient de voir clairement. Elle fit un effort, mit la montre tout près de son œil, et le cadran lui apparut très gros. Macropsie et strabisme convergents. Puis elle s'efforça de retenir ses larmes afin que le malade ne les voie pas. Ibid. Page 30. Enfin, Ibid. Toutes ces impressions pathogènes, remarquons-le, dataient de l'époque où elle s'occupait de son père malade. Une fois, elle s'éveilla la nuit, je cite, très angoissée car la malade avait beaucoup de fièvre. Ah non, pardon. Donc je cite. Une fois, elle s'éveilla la nuit, très angoissée car le malade avait beaucoup de fièvre, et très contractée car on attendait un chirurgien de Vienne pour une opération. Sa mère n'était pas là. Anna était assise au chevet du malade, le bras droit posé sur le dossier de la chaise. Elle tomba dans un état de demi-rêve et vit qu'un serpent noir sortait du mur, s'approchait du malade pour le mordre. Il est très probable que dans le pré derrière la maison se trouvent des serpents qui avaient déjà effrayé la malade et fournissaient le thème de l'hallucination. Elle voulut chasser l'animal, mais elle était comme paralysée. Le bras droit, pendant sur le dossier de la chaise, était endormi, c'est-à-dire anesthésié et parésié. Et lorsqu'elle le regarda, les doigts se transformèrent en petits serpents avec des têtes de mort, les ongles. Sans doute fit-elle des efforts pour chasser le serpent avec la main droite paralysée, et ainsi l'anesthésie et la paralysie s'associèrent-elles à l'hallucination du serpent. Lorsque celui-ci eut disparu, elle voulut, pleine d'angoisse, se mettre à prier, mais la parole lui manqua en quelque langue que ce fût. Elle ne put s'exprimer qu'en retrouvant enfin une poésie enfantine anglaise, et put alors penser et prier dans cette langue. Ibid, page 30. Le rappel de cette scène sous hypnose fit disparaître la contracture du bras droit qui existait depuis le commencement de la maladie et mit fin au traitement. Lorsque, bon nombre d'années plus tard, je me mis à appliquer à mes propres malades la méthode de recherche et de traitement de Breuer, je fis des expériences qui concordèrent avec les siennes.
Une dame de 40 ans environ avec un tic, un étrange claquement de langue qui se produisait à chaque émoi, et aussi sans cause apparente. L'origine de ce tic venait de deux événements différents qui avaient ceci de commun que, comme par une sorte de contre-volonté, elle avait fait entendre ce claquement à un moment où elle désirait vivement ne pas troubler le silence. Une fois pour ne pas éveiller son enfant endormi et l'autre fois lors d'une promenade en voiture, pour ne pas exciter les chevaux qu'un orage avait déjà fait s'emballer. Je donne cet exemple parmi beaucoup d'autres qu'on trouvera dans les études sur l'hystérie, un livre. Mesdames et messieurs, si vous me permettez de généraliser, et c'est inévitable dans une présentation aussi abrégée, nous pouvons résumer tout ce qui précède dans la formule suivante. Les hystériques souffrent de réminiscence. Leurs symptômes sont les résidus et les symboles de certains événements traumatiques, symboles commémoratifs à vrai dire. Une comparaison nous fera saisir ce qu'il faut entendre par là. Les monuments Les monuments dont nous ornons nos grandes villes sont des symboles commémoratifs du même genre. Ainsi, à Londres, vous trouverez, devant une des plus grandes gares de la ville, une colonne gothique richement décorée, Charing Cross. Au XIIIe siècle, un des vieux rois plantagenets qui faisait transporter à Westminster le corps de la bien-aimée reine Éléonore éleva des croix gothiques à chacune des stations où le cercueil fut posé à terre. Charing Cross est le dernier des monuments qui devait conserver le souvenir de cette marche funèbre. Ou la reproduction postérieure d'un tel monument, le nom Charing signifie, d'après le docteur Jones, chère reine. À une autre place de la ville, non loin du London Bridge, vous remarquerez une colonne modeste très haute que l'on appelle The Monument. Elle doit rappeler le souvenir du grand incendie qui, en 1666, éclata tout près de là et détruisit une grande partie de la ville. Ces monuments sont des symboles commémoratifs, comme les symptômes hystériques. La comparaison est donc soutenable jusque-là. Mais que diriez-vous d'un habitant de Londres qui, aujourd'hui encore, s'arrêterait mélancoliquement devant le monument du convoi funèbre de la reine Éléonore, au lieu de s'occuper de ses affaires avec la hâte qu'exigent les conditions modernes de travail, ou de se réjouir de la jeune et charmante reine qui captive aujourd'hui son propre cœur. Ou d'un autre qui pleurerait devant le monument la destruction de la ville de ses pères, alors que cette ville est depuis longtemps sortie de ses cendres et brille aujourd'hui d'un éclat plus vif encore que jadis. Les hystériques et les autres névrosés se comportent comme les deux londoniens de notre exemple, invraisemblables. Non seulement ils se souviennent d'événements douloureux passés depuis longtemps, mais ils y sont encore affectivement attachés. Ils ne se libèrent pas du passé et négligent pour lui la réalité et le présent. Cette fixation de la vie mentale au traumatisme pathogène est un des caractères les plus importants, et dans la pratique les plus significatives de la névrose. Vous allez sans doute, en pensant à la malade de Brouwer, me faire une objection qui certainement est plausible. Tous les traumatismes de cette jeune fille provenaient de l'époque où elle soignait son père malade, et ces symptômes ne sont que les marques du souvenir qu'elle a conservé de la maladie et de la mort de son père. Le fait de conserver si vivante la mémoire du disparu, et cela peu de temps après sa mort, n'a donc, diriez-vous, rien de pathologique. C'est au contraire un processus affectif tout à fait normal. Je vous l'accorde volontiers. Chez le malade de Brouwer, cette pensée qui reste fixée au traumatisme n'a rien d'extraordinaire. Mais dans d'autres cas, ainsi pour ce tic que j'ai traité et dont les causes remontent à 15 et 10 ans dans le passé, on voit nettement que cette subjection au passé a un caractère nettement pathologique. Cette suggestion, le malade de Breuer l'aurait probablement développée aussi, si elle ne s'était... La malade l'aurait probablement développée aussi si elle ne s'était pas soumise au traitement cathartique, peu de temps après l'expérience vécue et l'apparition de ces symptômes. Nous n'avons parlé jusqu'ici des symptômes hystériques que dans leur relation avec l'histoire de la vie des malades. Mais nous avons encore à considérer deux autres circonstances
dont Breuer fait mention, qui nous feront saisir le mécanisme de l'apparition de la maladie et celui de sa disparition. Insistons d'abord sur ce fait, que la malade de Breuer, dans toutes les situations pathogènes, devait réprimer une forte excitation au lieu de la laisser s'épocher par les voies affectives habituelles, paroles et actes. Lors du petit incident avec le chien de sa gouvernante, elle réprima par égard pour celle-ci l'expression d'un dégoût intense. Pendant qu'elle veillait au chevet de son père, son souci continuel était de ne rien laisser voir au malade, de son angoisse et de son douloureux état d'âme. Lorsque plus tard elle reproduisit ces mêmes scènes devant son médecin, l'affect refoulé autrefois ressuscita avec une violence particulière, comme s'il s'était conservé intact pendant tout ce temps. Bien plus, le symptôme qui avait subsisté de cette scène présenta son plus haut degré d'intensité au fur et à mesure que le médecin s'efforçait d'en découvrir l'origine, pour disparaître dès que celle-ci eut complètement été démasquée. On put, d'autre part, constater que le souvenir de la scène en présence du médecin restait sans effet, pour une raison quelconque, et il se déroulait sans être accompagné d'émotions, d'affect. C'est apparemment de ces affects que l'on pouvait se représenter comme des grandeurs déplaçables que dépendent la maladie et le rétablissement de la santé. On fut ainsi conduit à admettre que le patient tombé malade de l'émotion déclenchée par une circonstance pathogène n'a pu l'exprimer normalement, et qu'elle est ainsi restée coincée. Ces affects coincés ont une double destinée. Tantôt ils persistent tels quels et font sentir leur poids sur toute la vie psychique, pour laquelle ils sont une source d'irritation perpétuelle. Tantôt ils se transforment en processus physiques anormaux, processus d'innervation ou d'inhibition, paralysie, qui ne sont pas autre chose que les symptômes psychiques de la de la névrose. C'est ce que nous avons appelé l'hystérie de conversion. Dans la vie normale, une certaine quantité de notre énergie affective est employée à l'innervation. Une certaine quantité de notre énergie affective est employée à l'innervation corporelle et produit le phénomène de l'expression des émotions que nous connaissons tous. L'hystérie de ces conversions n'est pas autre chose qu'une expression des affects exagérés, et ce qui traduit par des moyens inaccoutumés. Si un fleuve s'écoule dans 2 canaux, l'un d'eux se trouvera plein à déborder aussitôt que dans l'autre. Le courant rencontrera un obstacle. Vous voyez que nous sommes sur le point d'arriver à une théorie purement psychologique de l'hystérie, théorie dans laquelle nous donnons la première place au processus affectif. Une deuxième observation de Breuer nous oblige à accorder dans le déterminisme des processus morbides une grande importance aux états de la conscience. La maladie de Breuer présentait à côté de son état normal, la malade, décidément. La malade de Breuer présentait à côté de son état normal des états d'âme multiples. État d'absence, de confusion, changement de caractère. À l'état normal, elle ne savait rien de ces scènes pathogènes et de leur rapport avec ses symptômes. Elle les avait oubliés ou ne les mettait pas en relation avec sa maladie. Lorsqu'on l'hypnotisait, il fallait faire de grands efforts pour lui remettre ces scènes en mémoire et c'est ce travail de réminiscence qui supprimait les symptômes. Nous serions bien embarrassés pour interpréter cette constatation si l'expérience de l'expérimentation de l'hypnose n'avait montré sur le chemin à suivre. L'étude des phénomènes hypnotiques nous a habitués à cette conception d'abord étrange que dans un seul et même individu il peut y avoir plusieurs groupements psychiques, assez indépendants pour qu'ils ne sachent rien les uns des autres, et qui tirent alternativement la conscience à deux. Des cas de ce genre, que l'on appelle double conscience, peuvent à l'occasion se présenter spontanément à l'observation. Si dans un tel clivage de la personnalité, la conscience reste constamment liée à l'un des deux états, on nomme cet état l'état psychique conscient, et l'on appelle inconscient celui qui en est séparé. Le phénomène connu sous le nom de suggestion post-hypnotique
dans lequel un ordre donné au secours de l'hypnose se réalise plus tard coûte que coûte, à l'état normal donne je reprends. Le phénomène connu sous le nom de suggestion post-hypnotique dans lequel, dans un ordre donné au cours de l'hypnose se réalise plus tard, coûte que coûte, à l'état normal, donne une image excellente de l'influence que l'état conscient peut recevoir de l'inconscient. Et c'est d'après ce modèle qu'il nous est possible de comprendre les phénomènes observés dans l'hystérie. De Breuer se décida à admettre que les symptômes hystériques auraient été provoqués durant les états d'âme spéciaux qu'ils appelaient hypnoïdes. Les excitations qui se produisaient dans les états hypnoïdes de ce genre deviennent facilement pathogènes parce qu'elles ne trouvent pas dans ces états des conditions nécessaires à leur aboutissement normal. Il se produit alors cette chose particulière qui est le symptôme et qui pénètre dans l'état normal dans un corps étranger. D'autant plus que le sujet n'a pas conscience de la cause de son mal. Là où il y a un symptôme, il y a aussi amnésie. Un vide, une lacune que le souvenir, et si l'on réussit là, il y a un symptôme. Il y a aussi amnésie, un vide, une lacune dans le souvenir, et si l'on réussit à combler cette lacune, on supprime par là même le symptôme. Je crains que cette partie de mon exposé ne vous paraisse pas très claire, mais soyez indulgents, il s'agit de vues nouvelles et difficiles qu'il est peut-être impossible de présenter plus clairement, pour le moment tout du moins. L'hypothèse breuilienne des états hypnoïdes s'est d'ailleurs montrée encombrante et superflue, et la psychanalyse moderne l'a abandonnée. Vous apprendrez plus tard tout ce qu'on a encore découvert derrière les états hypnoïdes de Breuer. Vous aurez aussi sans doute, et à bon endroit, l'impression que les recherches de Breuer ne pouvaient vous donner une théorie incomplète et une explication insuffisante des faits observés. Mais des théories parfaites ne tombent pas ainsi du ciel, et vous vous méfierez à plus forte raison que de l'homme, qui, dès le début de ses observations, vous présentait une théorie sans lacune et complètement parachevée. Une telle théorie ne saurait être qu'un produit de la spéculation, et non le fruit d'une étude sans parti pris de la réalité. Une telle théorie ne saurait être qu'un produit de la spéculation, et non le fruit d'une étude sans parti pris de la réalité. Fin de la première leçon, un petit peu laborieux pour moi, mais ça s'améliorera pour la suivante. Bonne fin de journée.